Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Extalk. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi Hamon et plus précisément de comment la loi Hamon a-t-elle renforcé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ses pouvoirs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Boursereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet De Gaulle Fleurance et Associés. Et Frédéric Manin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet De Gaulle Fleurance. Alors, bonjour à tous les deux, merci d'être sur ce plateau. La première question qu'on se pose finalement, c'est pourquoi le gouvernement a-t-il souhaité renforcer la DGCCRF dans ses pouvoirs? Alors la DGCCRF, c'est une grande administration qui dépend du ministre de l'économie et des finances. Quand je dis grande administration, c'est en effectif, puisqu'ils sont à peu près 3000 agents. Et c'est une administration qui a perdu, au fil des réformes successives, une assez grande partie de ses pouvoirs. En 2008, par exemple, la loi de modernisation de l'économie a fait toute la bascule du contrôle des concentrations de la DGCCRF vers l'autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante. Donc il a fallu, d'une certaine façon, restructurer un petit peu cette administration et puis trouver finalement les moyens pour qu'elle réalise ses missions d'intérêt général. Et on a constaté que dans ces domaines de prédilection que sont la protection des intérêts du consommateur, également des professionnels dans les relations commerciales, la DGCCRF n'avait pas véritablement les moyens finalement d'accomplir son rôle parce que les dispositions étaient sanctionnées pénalement. Ce qui voulait dire que la DGCCRF enquêtait, elle dressait des PV d'infraction lorsqu'il avait lieu de les dresser et elle renvoyait ensuite le dossier au parquet. Libre pour les autorités de poursuite répressives de renvoyer le dossier lui-même au tribunal correctionnel. Et dans un très grand nombre de cas, ce qu'on constatait également, c'est que le parquet finalement ne renvoyait pas les dossiers en question faute d'intérêt, ce qui privait finalement la DGCCRF d'une grande partie de son effectivité. Et c'est la raison pour laquelle la loi Hamon en a pris acte pour finalement considérer que la DGCCRF devait contrôler l'intégralité du processus jusqu'à administrer les sanctions pour les déviances. Alors dans ce contexte, quels sont les changements introduits justement par la loi Hamon? Alors, il y a deux changements majeurs. Le premier concerne le renforcement des pouvoirs d'enquête. On peut donner deux exemples, il y en a plusieurs, mais notamment au travers de l'enquête simple, qui est une enquête qui peut être exercée sans autorisation judiciaire préalable. Les agents désormais peuvent saisir les données dématérialisées de l'entreprise. Le deuxième exemple qu'on peut donner, qui est assez symbolique, c'est la technique du client mystère, c'est-à-dire que désormais les agents peuvent enquêter clandestinement, ce qui fait que l'entreprise ne sait jamais quand et sur quels critères elle va être contrôlée. C'est le cas notamment dans le commerce électronique. Le deuxième grand bouleversement, c'est le régime des sanctions. Donc on a une dépénalisation d'un certain nombre de comportements. Et désormais, c'est la DGCCRF qui va juger de l'opportunité d'appliquer des sanctions. Alors d'abord des sanctions parce que l'entreprise n'aura pas respecté une mise en demeure, de se mettre en conformité, ou des sanctions tout simplement pour les manquements qui auront pu être constatés. Donc on est sur un régime pénal beaucoup moins sévère puisqu'on a dépénalisé, mais un régime, finalement, un risque de répression accru en fréquence et en rapidité pour l'entreprise. Et alors quels sont les risques finalement qui sont induits pour l'entreprise? Alors les risques, au-delà de ce qui a été souligné, qui sont effectivement des sanctions administratives qui ressemblent en réalité à des sanctions pénales, c'est d'abord une mauvaise publicité pour l'entreprise, puisque la DGCCRF peut parfaitement décider de publier les décisions. Et pour le partenaire de l'entreprise, savoir que l'entreprise est en faute, ce n'est jamais un très bon geste et ce n'est jamais un très bon signe à donner au marché. J'ajouterais que la DGCCRF a annoncé vraiment et a commencé à mettre en œuvre son intention de contrôler sévèrement les entreprises, notamment sur le terrain des délais de paiement, sur le terrain de la convention unique dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Et donc tout ça, c'est du temps, si vous voulez, consommé par les entreprises. Et puis, c'est aussi une difficulté que les entreprises doivent bien avoir à l'esprit, c'est la protection du secret des affaires. Parce qu'on se rend compte que la DGCCRF demande énormément de documents, énormément d'informations. Et ces informations peuvent être divulguées, et même au-delà de l'administration, aux concurrents si l'entreprise ne fait pas l'effort de demander vraiment la protection du secret des affaires. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Les entreprises doivent y être préparées, doivent y être prêtes, de manière à ce que ces actions n'aboutissent pas effectivement à de véritables préjudices commerciaux qu'elles auraient à subir. Donc il y a un risque de divulgation qui est quand même Il y a un présent. risque de divulgation, il y a un régime de protection de secret des affaires, et il faut impérativement que les entreprises, avec leurs conseils, fassent jouer ce dispositif. Alors quels moyens existe-t-il finalement pour anticiper? Je crois qu'il y a un moyen principal qui est vraiment de mettre en œuvre des programmes de conformité
et de formation. C'est ce qui s'est fait pendant des années en matière de droit de la concurrence, stricto sensu. C'est-à-dire maintenant une entreprise sait ce qu'est une entente, elle sait ce qu'est un abus de domination, donc elle sait exactement où ne pas franchir la ligne jaune. Il est important que ces programmes soient aujourd'hui réalisés en intégrant finalement toute cette réglementation des pratiques commerciales, qui est une réglementation lourde. Il faut donc que, au final, les salariés, les cadres dans l'entreprise soient sensibles à ce qu'est une convention unique. Il faut effectivement la conclure avant le 1er mars, à ce que sont les délais de paiement butoirs, à ce qu'est un prix de revente imposé. Donc ce sont peut-être des réglementations extrêmement techniques, mais qui doivent être intégrées effectivement à ces dispositifs. Et donc, du coup, quels sont les moyens, quels moyens existent-ils pour se défendre de l'autre côté? Alors, l'entreprise dispose de toute une palette de moyens de défense. Alors, en premier lieu, au stade de l'enquête, il est important qu'elle fasse appel à son conseil pour que l'avocat soit présent au moment des visites des GCCRF pour rééquilibrer les forces en présence, qu'il s'agisse de l'enquête simple ou de l'enquête lourde. Ensuite, au fond, dans l'exercice des voies de recours contre la sanction administrative, il est important qu'elle fasse valoir ses droits les plus élémentaires, par exemple le droit au contradictoire, parce que la loi Hamon prive désormais l'entreprise de pouvoir signer le procès-verbal d'infraction, ce qui l'empêche de faire des réserves dès le stade de l'enquête. On peut aussi se poser la question du droit à la présomption d'innocence, le respect de l'impartialité, parce que quand la DGCCRF est à la fois contrôleur, juge et finalement partie dans l'exercice des voies de recours, on voit qu'il y a une concentration des moyens qui est néfaste. Et puis le droit à un recours effectif, par exemple au stade de l'enquête, pouvoir aller dire que l'enquête ne s'est pas bien déroulée, par exemple. Aujourd'hui, ce droit n'existe pas. Donc, on a vraiment des moyens de défense qui existent. Il ne faut pas hésiter à les mettre en place, surtout qu'au regard des dernières jurisprudences de la CEDH, ce serait vraiment une stratégie gagnante pour l'entreprise. Nous voilà bien éclairés. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Lextalk. Au mois prochain.